Salut, c'est Steph, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer un extrait de la série de tutoriels Foodie dans laquelle on explore la création des matériaux procéduraux. Donc je vous montre quelques images là sur le côté de l'écran. C'est une série de tutoriels dans laquelle on texture complètement la scène que vous apercevez sur le côté. Donc tout ça de manière complètement procédurale, hein, on n'utilise aucune image. Et donc l'idée c'est vraiment de voir plein d'astuces, voilà un peu comment je procède, tout ça. Donc si ça vous intéresse de voir ça plus en détail, elle comporte plus de 50 vidéos, je crois, de mémoire, plus de 15 heures de durée, donc c'est vraiment assez complet. Donc voilà, je vous laisse aller voir le lien dans la description. Et sur ce, je vais vous montrer un peu cet extrait donc qui se passe dans le premier module où voilà, on met un peu les choses en place doucement. Et dans cette vidéo, on voit comment mettre en place une scène qui soit optimisée en termes de lumière, en termes d'objets, tout ça, pour pouvoir créer des matériaux. Allez, je vous montre ça. Pour commencer, on va régler la lumière ambiante de notre scène. Pour ça, je vais afficher le rendu de Cycle. Donc vous voyez qu'on retrouve bien le bruit dont on parlait quand on parlait de Cycle, lorsque je bouge à chaque fois, et vous voyez que ça relance bien au passage le nombre de samples, le sampling à chaque fois que je fais un mouvement. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une valeur assez faible quand on fait des aperçus de cycle, parce que évidemment à chaque fois pour recréer, pour faire les échantillonnages, eh bien ça utilise des ressources de votre ordinateur. Donc là de limiter si vous voulez à 25, eh bien ça évite de continuellement utiliser les ressources de votre ordinateur pour aller plus loin. Donc bien évidemment, si vous avez un ordinateur plus puissant, vous pouvez aller plus loin dans les valeurs, ça ne demandera pas autant qu'un ordinateur moins puissant. En tout cas, ce que l'on va régler pour l'instant, eh bien, c'est la luminosité ambiante. Donc pour ça, on va aller dans World Properties ici, donc les propriétés du monde. De base, Blender utilise une couleur unie pour faire ça. Donc avec une force, hein, tout simplement. Donc vous voyez que là on a une force de 1, et si je change cette valeur là, donc si par exemple je la baisse, vous voyez que ça vient baisser la lumière ambiante qui est en arrière-plan. Donc vous voyez que si je la monte, eh bien ça vient forcément l'augmenter. Et là comme on est sur une teinte de gris, eh bien ça nous fait quelque chose de grisâtre. Maintenant je peux tout à fait choisir voilà, la couleur que je veux, et ça vient utiliser cette couleur comme lumière ambiante. Donc vous voyez que ça vient quand même réfléchir cette couleur sur mon objet. Donc au lieu de cette couleur simple, on peut utiliser une texture simple de ciel. Donc pour ça, on va cliquer sur la petite pastille jaune qui est ici, et on va aller sélectionner Sky Texture qui est ici. Et là, vous voyez que ça vient chercher quelque chose de plus complexe qui en fait simule un peu un ciel sans nuages, comme lumière ambiante. Donc c'est ce qu'on appelle communément un HDRI, hein, sauf que celui-là, on va pouvoir le modifier un peu. Donc dans la suite, on va créer un HDRI beaucoup plus complexe pour qu'il nous fasse également des nuages et la lumière d'un coucher de soleil. Donc pour ça, on verra tout ça dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, je vais vous montrer un peu les bases de la configuration donc, de ce Sky Texture. Donc de base, il nous propose soit d'afficher un disque solaire, soit pas. Alors là pour l'instant on ne le voit pas parce que son intensité est trop forte, donc je vais baisser son intensité. Là vous voyez que si je le passe carrément à 0, eh bien on a un disque carrément noir. Mais voilà, si j'augmente son intensité, vous avez vu qu'il était là, donc notre disque est ici. Donc on va, moi en général je me mets en intensité à 0,3. Alors qu'est-ce que ça change cette valeur d'intensité? Eh bien au lieu d'un cube on va mettre une sphère, donc pour ça je supprime mon cube en faisant supr, en l'ayant sélectionné, je fais majuscule A, et dans Mesh, je viens choisir une UV sphère. Voilà, donc ça va nous montrer un peu plus de manière précise. Donc je vais faire un clic droit chez Smooth dessus pour venir lisser vraiment la topologie de tout ça. Et vous voyez que là, à 0,3, eh bien, vous voyez que la transition entre la zone éclairée et la zone ombrée eh bien, est assez diffuse. Si je mets une valeur à 1, vous voyez que ça vient faire quelque chose de beaucoup plus précis. Donc là, plus je vais augmenter cette valeur, plus ça va me faire quelque chose de précis. Vous voyez que là, ça vient vraiment créer une délimitation. Voilà. Donc moi, je préfère travailler sur quelque chose, c'est à peu près une valeur de 0,3 pour créer une lumière qui soit assez douce malgré tout. Sinon, ça fait quelque chose de trop agressif. Voilà, donc ensuite, on peut régler la hauteur du soleil, sachant que ça va changer la luminosité ambiante. Hein. Forcément, plus notre soleil est haut, plus on est vers midi, donc plus on a une lumière. Vous voyez que ça bouge la lumière sur mon objet également. Donc plus on va avoir une lumière claire, hein, vous voyez qu'on a des teintes un peu plus grisées, un peu plus bleutées là en bas.
que si je viens vraiment sur une valeur faible, par exemple 5 degrés, là on est vraiment sur du coucher de soleil, donc une lumière qui est beaucoup plus voilà, orangée, etc. Donc ça va vraiment nous permettre de jouer là-dessus. On peut changer donc la rotation de notre soleil, hein. Donc vous voyez qu'il effectue une rotation en arrière-plan. On peut changer l'altitude, donc ça, imaginons qu'on est sur une montagne, hein, eh bien on peut régler l'altitude ici. Donc imaginons on est très haut sur une montagne, je vais mettre 3000 mètres par exemple. Vous voyez que ça vient changer toute la luminosité ambiante en fonction ben voilà, des paramètres que l'on peut avoir à cette altitude précise. Donc j'ai mis volontairement une altitude haute pour que vous voyez vraiment la différence. Voilà, et effectivement on voit également plus notre disque solaire. Ensuite, on va pouvoir changer trois valeurs différentes, donc qui sont l'air, la poussière et l'ozone. Donc l'air, je vais vous le montrer, hein, ça vaut mieux que des mots. Vous voyez que ça vient mettre des teintes beaucoup plus rouges, plus vous augmentez la valeur, et plus vous la descendez, plus vous passez sur des valeurs qui sont ternes. Donc on va rester à 1. Ensuite, la poussière, eh bien, ça vient donner, comme son nom l'indique, hein, un aspect avec une poussière plus dense ou pas. Donc plus j'augmente cette valeur, hein, et plus je la réduis, voilà, plus ça vient faire quelque chose où il y a un environnement où il y aurait moins de poussière. Donc je reste à une valeur de 1. Et l'ozone, plus on va l'augmenter, plus ça va faire quelque chose d'un peu bleuté, voilà, plus il y aurait d'ozone, hein. Et plus je la baisse, et bien, encore une fois, plus on va être sur quelque chose de terne. Donc je remets sur une valeur de 1. Et enfin ici la force, encore une fois, et bien c'est la force avec laquelle cet environnement projette de la lumière sur notre scène. Donc de base on est à 1. Mais c'est intéressant également de passer à une valeur de 0,3 ou 0,4. Ça vient faire quelque chose d'assez diffus qui permet de voilà, vraiment voir avec clarté la texture que l'on est en train de créer. Après, en fonction de la scène sur laquelle vous utiliserez ces textures, vous pourrez changer ces paramètres-là, mais voilà, ça fait des paramètres de base pour créer des textures procédurales qui sont plutôt sympas. Voilà pour ce qui est de la lumière ambiante. Ensuite, on va pouvoir, avec le petit menu qui est ici, eh bien, choisir soit d'utiliser les lumières du monde et donc le monde lui-même. Donc vous voyez qu'on peut, là on a Scene World qui est coché, si je le décoche, eh bien il m'enlève mon Sky Texture. Et il vient utiliser un HDRI de base présent dans Blender qui est ici, ce HDRI avec des arbres. Et imaginons on a quelque chose qui fera un peu un effet miroir, et bien vous verrez cette image se réfléchir sur votre objet. Donc, on peut également cocher ou décocher les lumières que l'on aura ajoutées à notre scène. Donc là par exemple si je fais un majuscule A et que je viens chercher dans Light un point de lumière ici, que je le valide, vous voyez que si je fais G et que je viens le bouger au-dessus de mon objet, eh bien il projette cette lumière sur cet objet. D'accord? Donc là si je retourne dans ce menu là et que je décoche Scene Light, eh bien vous voyez que cette lumière a été annulée sur notre objet et pourtant nous sommes bien toujours sur Cycle. Voilà. Donc ces deux valeurs qu'on peut cocher ou décocher. Ça peut être très intéressant d'utiliser les HDRI déjà présents dans Blender en test, hein, sachant que là si je lance un rendu, évidemment ça n'utilisera pas le HDRI présent ici, ça utilisera bien le Sky Texture pour créer ma lumière ambiante. Voilà, donc ce HDRI, on peut lui faire une rotation, lui changer sa force également, et son opacité. Donc là, vous voyez qu'elle est à 0, mais je peux également la monter, vous le voyez, et vous voyez apparaître le fond derrière, donc avec les arbres, tout ça. Donc bon, c'est pas forcément très beau, donc on peut lui laisser une opacité à 0 ou proche de 0. Voilà, donc je repasse sur mon monde. Donc voilà ce qui est intéressant de connaître, donc je supprime également cette lumière. Voilà ce qui est intéressant de connaître donc, sur les lumières et les aperçus, et ce qui nous permet de faire des aperçus dans différentes conditions sur Blender. Donc là vous voyez que par exemple, ce que j'ai oublié de vous préciser, si je redécoche Scene World, ici sur HDRI vous pouvez le changer. Donc vous en avez quelques-uns ici, hein. Et vous pouvez voilà, sélectionner pour créer différentes ambiances. Donc vous voyez que là, si je sélectionne celui-ci, eh bien ça a changé un petit peu la lumière, vous voyez, qui était sur le côté gauche de mon objet. Donc voilà, ça vient changer un peu l'ambiance. Vous voyez, il y en a un de nuit, donc il va faire quelque chose d'un peu plus sombre. Imaginons je mets celui-là, voilà, à chaque fois ça change un peu l'ambiance lumineuse, donc forcément plus on va avoir des objets, comme on le disait, qui reflètent leur environnement, plus vous allez voir apparaître cet environnement dessus. Voilà, donc je repasse sur celui qui est présent de base, je revalide mon Sky Texture en sélectionnant Scene World ici. Voilà, donc je peux quitter Cycle, on a réglé notre lumière ambiante. Vous pouvez tout à fait utiliser cette UV sphère à chaque fois pour faire des aperçus de vos rendus.
Sachant que dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est de bien placer votre caméra par rapport à la lumière et par rapport à l'objet en lui-même. Donc pour ça, on va rentrer dans la vue caméra avec la touche 0 du pavé numérique. Donc vous voyez que ça nous fait rentrer à l'intérieur. Là, une petite précision, encore une fois, dans l'onglet de propriétés, on peut passer dans les propriétés de sortie ici, donc output en anglais. Et ici, on peut changer la résolution en X et en Y de notre image finale. Donc là, je peux mettre la même valeur en haut et en X et en Y, vous voyez que ça vient me créer un carré ici. Vous voyez que là, si je bouge, encore une fois, je ne suis pas verrouillé sur la vue de ma caméra, mais je peux le faire dans le panneau N. Je vais dans View, Camera to View, voilà, je rappuie sur N pour cacher le panneau, et maintenant je bouge ma vue en faisant bouger ma caméra également. Donc là, vous voyez que si je repasse en mode d'aperçu de mon rendu, eh bien je peux voir également, je peux précisément placer ma caméra aussi en fonction de la lumière. Donc en général, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cet effet-là. Vous voyez un peu comme ce croissant de lune ici, d'avoir un côté, donc soit le côté gauche, soit le côté droit, hein, ça après c'est à votre convenance, mais d'avoir un des côtés qui est dans l'ombre comme ça, et de pouvoir voir vraiment ce dégradé de lumière qui est ici. Ça va vous permettre de vraiment voir plus l'impact justement des lumières sur l'objet sur lequel vous appliquez votre texture et d'en avoir un meilleur aperçu. Voilà, donc sur quelque chose qui est en volume comme ça, c'est intéressant d'avoir une vue à peu près comme celle-ci. Ce qui est intéressant également, c'est de cacher notre Sky Texture. Donc pour ça, pour rappel, on va dans Render Properties et on descend dans Film ici, on va cocher Transparente pour qu'il ne soit plus affiché, qu'on n'ait plus que de la transparence. C'est intéressant, pourquoi? Parce que déjà, ça nous clarifie notre scène, on n'a plus des choses autour de notre texture qui viennent nous disperser, et en même temps, ça vient nous faire gagner en ressources, parce que malgré tout, afficher ce Sky Texture utilise des ressources de l'ordinateur. Donc là, ça vient vraiment optimiser ça. Voilà, de ce qui est pour faire appliquer une texture sur une sphère, donc je la cache. Vous pouvez faire également la même chose avec si vous voulez faire par exemple un sol ou un mur, et également la même chose avec un plan. Donc pour ça, on va faire majuscule A. Dans Mesh, on va chercher Plane pour un plan. Donc là, je sors de ma caméra avec le 0 du pavé numérique, je me remets en vue solide. Et là, ce plan, imaginons je veux faire un sol, et bien écoutez, il est déjà bien placé. Si je retourne dans ma vue caméra, vous voyez que je suis déjà en face, et il n'y a pas de souci. Je vais peut-être éventuellement plus me pencher dessus de cette manière-là, mais de manière globale, je suis bien axé dessus. Par contre, si je veux faire un mur, par exemple un mur de briques, eh bien, il va falloir que je le positionne un peu différemment. Voilà. Donc, je ressors de ma vue de caméra, et là, je vais simplement faire une rotation sur l'axe Y. Donc pour ça, je fais R, Y, et je vais faire 90 pour faire une rotation à 90 sur l'axe Y, et je valide en appuyant sur Entrée. Donc vous voyez que ça m'a bien mis à 90. Donc maintenant je vais faire GZ1 pour le monter d'1 mètre. Donc pour rappel, hein, les objets de base font 2 mètres par 2 mètres. Et je viens faire CTRL A et je valide la localisation pour bien passer mon point d'origine au pied de mon mur. Voilà, donc là on vient de créer un mur de base pour pouvoir envoyer notre texture procédurale sur laquelle on va travailler. On peut également valider, bien évidemment, la rotation de notre objet, hein, parce que là, vous voyez que si je vais vérifier la rotation de mon objet dans le panneau N, vous voyez que sur Y, elle est bien à 90 degrés. Donc là, ça va fausser nos résultats plus tard des textures procédurales. Donc il faut bien valider ça en faisant CTRL A et valider la rotation ici. Vous voyez que ça vient bien tout à 0. C'est extrêmement important pour faire les textures procédurales d'avoir une rotation à 0, une échelle à 1 de partout. Voilà, donc je peux cacher le panneau N, et vous voyez que maintenant il ne nous reste plus qu'à positionner notre caméra un peu de biais comme ça par exemple, et sachant que notre lumière vient bien taper directement dessus. Donc si jamais le besoin se présentait, hein, vous pouvez retourner ici dans World Properties et changer la rotation de votre soleil ici, ce qui va venir taper différemment sur votre objet. Ça bien évidemment, hein, ces données-là, vous pouvez toujours les changer au fur et à mesure. Imaginons vous voulez tester différentes luminosités par exemple sur votre objet, vous pouvez tout à fait, encore une fois, jouer là-dessus. Donc voilà pour ce qui est un mur de base. Donc je viens cacher, donc ici on peut laisser sphère, ici par exemple on peut mettre mur, je renomme en mur et je valide. Et je viens cacher celui-ci. Donc on peut remettre avec majuscule A simplement un plan ici, donc pour mettre par exemple sol, je valide, et je viens cacher le sol. Et maintenant je vais vous montrer comment créer un objet de base qui va nous permettre de créer des textures de textile
parce qu'un plan n'est pas très intéressant pour voir vraiment un textile, étant tout plat, et le textile forcément a toujours énormément de plis et de replis, donc c'est vraiment intéressant de faire une simulation de base d'un textile. Je fais juste une petite pause dans le tuto pour t'informer que tu peux télécharger gratuitement mon pack procédural dans lequel tu trouveras un outil pour supprimer la répétition de tes textures, une texture d'écaille et un matériau procédural de panneaux solaires. Donc tout ça c'est gratuit. Tu peux retrouver le lien dans la description directement si ça t'intéresse. Donc pour ça je quitte ma vue caméra. Je repasse en mode d'aperçu solide. Je fais majuscule A et dans Mesh, on va remettre à nouveau une UV sphère. On fait majuscule A à nouveau, et dans Mesh, on va chercher un plan. Donc ce plan, je vais le monter en faisant GZ, et je l'amène au-dessus de ma sphère. Avec S, je vais l'agrandir, à peu près voilà, de cette valeur-là, il n'y a pas besoin de forcément beaucoup plus. Et je viens valider la nouvelle échelle en faisant CTRL A et Scale. Enfin, on va aller dans le mode édition, donc avec Tab, et avec toutes les vertices sélectionnés, elles sont déjà sélectionnées de base, hein, mais si ce n'est pas le cas, veillez à bien toutes les resélectionner. On va faire un clic droit dessus et Subdivide pour venir subdiviser la surface de ce plan, qui pour l'instant n'a qu'une seule face. Et vous voyez qu'il vient bien maintenant me faire 4 faces à partir d'une. Donc on va le faire plusieurs fois, on va le faire 4 fois en tout. Donc là je fais une deuxième, une troisième et une quatrième. Je peux quitter le mode édition. Voilà, donc on va faire simplement une simulation de tissu un peu de base sur Blender. Donc pour ça, on va dire qu'on va aller dans ici l'onglet Physics et on va cocher Close en ayant sélectionné bien sûr le plan qui est ici. Donc on va lui faire une simulation de tissu tout simplement. Donc ici, on va dans le petit menu qui est ici et on va sélectionner simplement coton qui nous met un pré-réglage qui est plutôt pas mal pour faire cette simulation là. Et on va simplement aller chercher dans collision ici, on va cocher self collision ici pour que eh bien, si le tissu fait des plis et que ces plis que le tissu vient se rencontrer lui-même, eh bien ça vient pas clipper, donc les faces rentrent les unes dans les autres. Donc là, on va simplement réduire la distance à laquelle on veut que ça se fasse. On va simplement mettre 0,01 au lieu de 0,015. Maintenant, vous voyez que si je lance l'animation en faisant la barre espace, qui lance play, eh bien vous voyez que cet objet tombe tout simplement par la gravité. Donc je ramène en cliquant sur le petit bouton ici mon plan donc, à son état initial. Et donc il va nous falloir rajouter une contrainte à la sphère qui est en dessous. Donc pour ça je la sélectionne et je vais lui mettre ici une collision active. Et maintenant si je remets play en appuyant sur la touche espace, eh bien vous voyez que mon objet de mon plan vient bien se poser. Voilà, donc je rappuie sur play pour mettre pause. Et vous voyez qu'il vient bien se poser dessus et commencer à simuler un tissu. Donc là, on a peu de topologie sur notre plan. Donc vous voyez que ça fait quelque chose de pour l'instant d'assez peu intéressant. Donc je reviens encore à mon état initial et on va rajouter donc de la topologie encore sur notre objet. Donc pour ça on va aller dans Modifier et vous voyez que ça a rajouté un petit modifier Close ici que l'on pourra valider quand notre résultat sera intéressant, mais pour l'instant on va rajouter donc une subdivision de surface sur ce plan, donc avec CTRL 2. Vous voyez que ça vient adoucir les angles. Pourquoi? Parce qu'on est en mode Catmull-Clark qui vient arrondir un peu les angles quand on fait une subdivision. Vous pourriez aussi choisir de passer sur une subdivision simple qui vient garder exactement la forme d'origine de votre objet. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là ça vient ajouter deux subdivisions. Donc si je refais espace et je rappuie sur espace pour mettre pause, vous voyez que on a bien une subdivision supplémentaire, mais Blender n'en tient pas compte. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas avant notre modificateur close. Donc je reviens à mon état initial, et si je passe ma subdivision au-dessus de mon close, il vient appliquer la subdivision avant de faire ma simulation, et donc là il va vraiment en tenir compte. Donc si je remets play, donc forcément ça demande beaucoup plus de ressources, vous voyez que ça fait quelque chose de beaucoup plus détaillé, donc forcément qui prend plus de temps de calcul, et là ça vient faire un résultat qui est beaucoup plus joli. Donc dès que j'aurai un résultat un peu satisfaisant, je vais réappuyer sur espace pour stopper la simulation, et on va pouvoir la valider par la suite. Voilà, donc j'attends d'avoir un résultat où je peux simplement l'arrêter quand ce sera assez droit. Voilà, donc là on est pas mal, donc je réappuie sur espace,
Et donc là, vous voyez qu'on a une simulation qui est plutôt très propre. Donc simplement, je vais faire un clic droit chez Smooth dessus pour venir lisser tout ça. Mais vous voyez que ma subdivision, écoutez, elle n'est pas encore suffisante. Donc on peut encore en rajouter, il n'y a pas de souci. Pour vous montrer un peu le fonctionnement, encore une fois, des modificateurs, vous voyez que si je viens valider ma simulation de tissu pour l'instant, je fais donc la petite flèche ici et je viens cliquer sur Reply, vous voyez que ça vient l'enlever directement de ma vue. Ça crée quelque chose d'assez étrange. Pourquoi? Parce que simplement ma subdivision était encore une fois avant ma simulation. Donc je fais CTRL Z pour annuler. Donc là je suis obligé de valider en fait mes modificateurs dans l'ordre de haut en bas. Simplement pour que Blender tienne bien compte de chaque modificateur, parce que pour faire ma simulation, il a dû tenir compte de ma subdivision. Donc forcément, si je valide cette simulation avant la subdivision, eh bien ça va créer quelque chose d'étrange. Donc je valide ma subdivision, je valide ensuite ma simulation, et là vous voyez que tout se passe bien. Donc là maintenant je peux ajouter à nouveau des subdivisions, donc en faisant encore un CTRL 2, et là vous voyez que ça vient faire un résultat qui est extrêmement propre et très satisfaisant, tout simplement pour venir appliquer des textures de textile dessus. Voilà, donc je peux resélectionner ma sphère qui est ici et la supprimer maintenant parce qu'elle me servait uniquement à faire ma simulation, et vous voyez qu'on a quelque chose de très propre pour venir appliquer notre texture maintenant. Donc il me suffit de revenir dans ma vue caméra, hein, simplement à chaque fois c'est un peu la même chose par rapport à nos objets, et de venir simplement recadrer donc notre caméra par rapport à l'objet que l'on a, et aussi par rapport à la lumière, hein, donc bien se mettre sur Cycle, parce que sinon après on aura des résultats un peu étranges. Donc là je recule un peu ma caméra, et là vous voyez qu'on a bien, comme on le disait tout à l'heure, et bien les ombres qui sont projetées de manière très sympa sur notre objet. Vous voyez un peu le résultat des réglages que l'on a fait sur Cycle et sur notre Sky Texture. Et voilà, donc ça va nous permettre de vraiment travailler proprement. Voilà, donc je peux renommer mon plan ici en tissu, par exemple. Je vais renommer ma collection ici en Setup pour ma caméra et ma lumière. Je vais ajouter une nouvelle collection ici, donc avec Objets, pour pouvoir venir mettre tous mes objets ici dans cette collection-là. Donc je les sélectionne tous en sélectionnant un premier objet, en gardant appuyé majuscule et en venant cliquer sur le dernier objet que je veux sélectionner. Et ensuite je fais un clic gauche et je viens les faire glisser dans cette nouvelle collection. Voilà, donc ça me permet également de classer un peu les objets de ma scène. Et enfin, avec la lumière qui est ici, hop, je quitte la vue caméra. Qui est ici à la base, et bien soit vous pouvez la supprimer, soit vous pouvez venir la placer un peu différemment sur votre objet pour vous montrer, pour avoir des résultats un peu différents. Donc la caméra, voyez, si je la rapproche, eh bien écoutez, ça vient créer une autre source de lumière, hein, évidemment. Et cette source de lumière, ce qui peut être intéressant, c'est de lui donner par exemple une autre couleur. Ça peut être intéressant suivant ce que vous voulez créer. Donc pour ça, en ayant sélectionné votre caméra, vous allez ici dans les données de l'objet. Et ici, vous voyez que vous avez la couleur que vous pouvez changer simplement en cliquant dessus. Donc là, il peut être intéressant de passer par exemple sur une couleur un peu bleutée, par exemple. Voilà, à vous de choisir. Et on peut également changer la puissance, donc qui est calculée en watts. Donc là, pour l'instant, c'est une lumière qui est à 1000 watts. Le radius, pour l'instant, est à 0,1 mètre. Si vous l'augmentez, en fait, ça va venir adoucir encore une fois la manière que la lumière a d'être projetée sur notre objet, un peu comme l'intensité de notre soleil tout à l'heure. Enfin, le nombre de rebonds maximum, vous pouvez le laisser également comme ça. Vous pouvez choisir si ça va générer des ombres ou pas. Et multiple important, c'est générer des caustiques, ça vous pouvez y laisser, ce ne sont pas des trucs importants à changer. Voilà, donc si je retourne ici dans ma vue caméra, vous voyez que si je viens bouger, eh bien ça vient créer un peu des reflets un peu bleus sur notre objet qui peuvent être sympas. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as aimé, n'hésite pas à me laisser un pouce vers le haut, à commenter et à partager, et surtout à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je te dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao!